Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, mais pas que. Bien content de vous retrouver alors que j'ai pu retrouver un matériel digne de ce nom, hein. Désolé encore pour l'épisode précédent. Peut-être pour vous ça va être assez tranquille en termes de transition puisque je vais sortir quasiment tous les épisodes avec très peu de temps de retard, enfin de temps de décalage entre chacun si on préfère. Ce qui fait que j'espère que vous me pardonnerez la qualité exécrable de l'épisode précédent et que vous pourrez rapidement vous faire plaisir au niveau auditif avec un épisode de bien meilleure qualité, un peu plus habituel de ce qu'on est capable de faire. On a pas mal de choses à dire, pas mal de choses dont on doit parler. Là, on est à une semaine, à peu près, une semaine, 10 jours du début de la saison en NCAA D1 Baseball. Le judo a déjà repris. Le softball reprend également cette semaine. Peut-être que j'en toucherai un mot si j'ai le temps. Peut-être avec un format court par exemple. Et on sait que la WBC, qui va arriver à début mars, pointe le bout de son nez. Donc avant de commencer, je vais quand même faire une petite promo spéciale de Strikeout, puisque The Strikeout est toujours bien sûr tout en haut quand il s'agit de l'actualité baseball internationale notamment et MLB bien entendu. Et donc qui dit World Baseball Classic dit fort probablement des articles qui vont arriver du côté de The Strikeout FR, The Strikeout France, enfin bref, vous m'avez compris. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas, n'hésitez pas à aller voir un peu ce qui s'y passe bien sûr. Je pense quand même que si vous écoutez ce podcast, vous connaissez The Strikeout France d'abord. C'est en termes de popularité, je pense pas qu'on mette dans le même dans la même catégorie, dans le même ring. Mais en tout cas, voilà, je tenais à voilà, faire cette petite promo quand même pour eux, bien entendu. De mon côté, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents, bien entendu, sur toutes vos plateformes de podcast préférées, ainsi que sur YouTube. Et bien sûr, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Là, je commence à être excité parce que c'est le début de la saison qui va arriver, donc j'espère que je vais pouvoir aussi me montrer un peu plus, on va dire, de manière un peu plus continue sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai fait une intro de plus de 2 minutes, peut-être c'est un record. On va y aller sans plus tarder. Allez, c'est parti! On va donc continuer nos previews et j'ai envie que cet épisode se focalise sur 2 conférences en particulier. Une qui a les deux ont en commun en fait pas mal de changements, puisque on va en reparler un peu plus tard. Il y a eu des mouvements de facs historiques ou des facs avec un gros potentiel de l'une vers l'autre, l'une qui est partie, enfin certaines qui sont parties, d'autres qui sont arrivées, etc., etc. Et surtout, donc avec cette année 1 de réalignement important, voire importantissime, on a vu certaines trends, certaines choses se passer plus ou moins bien pour ces conférences. Et c'est pourquoi j'ai envie de les mettre un peu en miroir. On va commencer, je ne vais pas faire de suspense, on va commencer par la conférence Big 12. Et l'autre conférence dont je vais parler, c'est la Big 10. À l'orée de la saison, et comme chaque année, on se dit que la Big 12, c'est la 3e grosse conférence quand on parle des powerhouses en D1 Baseball. Et la Big 10 est quasiment considérée comme une mid-major. Ça, c'était avant que la Pac-12 se casse, tout simplement, et que, à cause de ça, on voit des mouvements de fac historiques, parce que je rappelle quand même que la Pac-12, c'est la conférence qui doit avoir le plus de titres. Principalement grâce à USC qui en a glané 12 à elle seule, mais il ne faut pas oublier que Arizona State doit être au moins entre 4 et 6, je ne me rappelle pas les chiffres de mémoire, mais entre 4 et 6 pour Arizona State, et puis je pense au moins 4 également pour Arizona. UCLA aussi, de l'autre côté, c'était un titre en 2013. Donc voilà, ce sont des facs qui ont un poids, qui ont une histoire intéressante. Oregon State, pour le coup également, qui a glané quelques titres, 2 ou 3. Et donc, bref, j'allais oublier, Stanford aussi a eu gagné des titres, etc. etc. Mais on va pas faire le détail de chaque fac Pac-12, mais forcément l'éclatement de la Pac-12 et on va dire le réarrangement des conférences en fonction des facs Pac-12 qui sont arrivés dans leur conférence a quelque part un peu chamboulé les dynamiques.
Et donc pour revenir sur la Big 12, j'ai eu l'impression que l'année dernière ça a été vraiment une saison de transition, puisque je le rappelle, ils ont quand même perdu leurs deux têtes d'affiche, hein, clairement. En baseball, Texas, c'est une des meilleures facs de l'histoire, je le rappelle. Oklahoma, c'est une fac qui est très souvent bien classée, à défaut d'avoir des multiples titres. Ils ont déjà été titrés, mais pas autant, bien sûr, que Texas. Et donc perdre ces deux facs pour la SEC, de prime abord, c'est un gros trou, hein, ça fait forcément mal. Maintenant, Arizona State, Arizona, historiquement, sont des facs qui ont gagné beaucoup de titres. À L2, elles ont gagné plus de titres que Texas et Oklahoma à E2, par exemple, mais qui sont sur une histoire récente un peu plus compliquée, surtout pour Arizona State. Et donc l'année dernière, ça a été un peu, ou la saison dernière, c'était un peu l'occasion de voir comment elles allaient pouvoir rebondir. Et on peut le dire, ça s'est pas mal passé pour ces facs de manière individuelle, mais par contre, quand moi j'ai vu la Big 12 l'année dernière, j'ai senti qu'il y avait un manque, aussi de par les résultats décevants des grosses facs historiques, hein, de cette Big 12 qui y sont restés. Je pense à Oklahoma State. Oklahoma State, hein, c'est vraiment compliqué, hein, sur cette décennie 2020 quand on y pense, alors que c'est une équipe qui est plutôt habituée aux joutes lointaines, hein, de gens, hein, quand on parle du tournoi national. Et puis l'autre fac qui clairement a déçu, c'est TCU, hein, pour moi. TCU avec Kirk Saarloos était censé un peu être ce fer de lance de la Big 12 après les départs donc de Texas et Oklahoma, peut-être en compagnie bien sûr d'Oklahoma State et des nouvelles venues Arizona State et Arizona, mais TCU devait être cette locomotive. Ça n'a pas été le cas, et certes on a eu une Big 12 qui a été paradoxale dans le sens où il y a eu de l'intérêt dans la Big 12 elle-même, en termes de course à la victoire de conférence, en termes d'homogénéité des niveaux, c'est-à-dire que le nivellement a permis d'homogénéiser un peu plus le niveau, mais on a vu par exemple qu'une fac comme Arizona a très vite dominé dans cette conférence. Et donc, je pense qu'on va pouvoir un peu plus rentrer dans le détail, rappeler rapidement le classement de la saison dernière, comme ça va vous permettre d'illustrer un peu ou de comprendre un peu ce que j'essaie d'illustrer en termes de propos sur ce qui m'a déçu un peu sur la Big 12, et on va ensuite switcher, on va dire, vers la preview pure et dure de cette saison. Alors, celles et ceux d'entre vous qui arrivent à suivre un peu plus le college baseball de manière assidue et ont pourquoi pas des affinités avec la Big 12 vont me trouver un peu difficile, puisque si on se rappelle bien, la saison dernière, ils ont quand même réussi à envoyer 8 équipes dans les Regionals, et il y a une de ces équipes qui a réussi à aller jusqu'à Omaha, c'est Arizona. Arizona, qui je le rappelle, a notamment été finaliste il y a une dizaine d'années face à Coastal Carolina, et pourquoi je parle de ça, puisque et Coastal Carolina et Arizona se sont retrouvés parmi les 8 équipes finalistes lors des College World Series. Mais encore une fois, comme j'essaie de l'expliquer, moi j'ai eu l'impression que c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, puisque on n'a pas retrouvé ce sentiment de puissance, de domination des facs les plus fortes de la Big 12. Alors vous pourriez me dire en contre-argument que c'est bien, parce que ça permet aussi à d'autres facs de se montrer dans cette conférence, des facs qui sont sur une pente ascendante, malgré des départs remarqués sur les dernières saisons, notamment d'un coach légendaire. Je pense notamment à West Virginia, qui continue, hein, malgré le changement de coach, hein, et là, le départ en retraite de son ancien coach, Maisy de mémoire, a continué à montrer de très belles choses. Mais en contrepartie, encore une fois, on a eu des TCU qui ont normalement des effectifs taillés, hein, pour aller à Omaha de manière quasi régulière, se louper. Et oui, je prends un mot fort qui dit se louper, alors qu'encore une fois, si on regarde le palmarès, en tout cas la saison au global, TCU termine la saison régulière de Big 12, je pense en 3e ou 4e position, je pense 3e. Ils terminent également finalistes du tournoi de Big 12, hein, ils perdent face à Arizona qui récupère du coup le bid automatique. Mais TCU est quand même sélectionné parmi les 8 équipes, hein, donc les 7 équipes at large venant de Big 12. Et en fait, TCU, pourquoi ils m'ont déçu, c'est pas par rapport à ça, c'est surtout en fait parce qu'il s'est passé pour eux du coup au niveau du tournoi national. C'est-à-dire que on salivait déjà, hein, d'une rencontre incroyable, pourquoi pas en finale de Regional entre Oregon State et TCU, mais TCU va se faire en fait laminer très rapidement,
ils vont se faire exploser par une des belles équipes dont on va reparler lorsqu'on va faire la preview de Big Ten USC, 13-1, et ils vont se retrouver à cause d'un choke, on peut le dire aussi, de Oregon State lors de son premier match de Regional face à St. Mary's, Mid-Major. Ils vont se retrouver face à Oregon State pour une finale des perdants qui va largement être à l'avantage d'Oregon State. Donc 2 petits matchs et puis s'en vont pour une fac qui faisait figure d'épouvantail. Quand on regardait le début du tournoi national, on se disait ça va être compliqué, limite pour certains le favori n'était pas Oregon State dans son propre regional, parce qu'Oregon State a eu quand même des soucis, que ce soit de blessures, que ce soit aussi du fait que ils ont dû travailler de manière indépendante, c'est-à-dire sans conférence, avec un calendrier très relevé qui au contraire a certainement dû aussi les préparer. TCU faisait en fait figure un peu d'épouvantail, on imaginait un TCU style 2023 qui pouvait aller jusqu'au College World Series. Voilà pourquoi, pour refermer la page sur TCU et pourquoi je suis assez dur avec eux. De manière similaire, Oklahoma State, c'est surtout sur le problème d'irrégularité. Et quand vous êtes irrégulier en tant que figure de proue d'une conférence, figure historique, ça crée pas mal de débats. La saison dernière, Oklahoma State a quand même fait une meilleure saison que la saison précédente, parce que la saison précédente, je rappelle qu'ils ne sont même pas allés au tournoi national, ce qui était une sorte d'aberration, une anomalie pour un tel programme. La saison dernière, donc, ils arrivent à aller au tournoi national. Ils terminent en Big 12 avec un bilan assez moyen. C'est pourquoi ils avaient, on va dire, il y avait eu pas mal de débats autour d'eux. Ils terminent en 15 victoires, 12 défaites au niveau conférence. Mais c'est surtout au niveau hors conférence, au niveau global. Ils terminent en 30-25. Ce qui a eu pour conséquence de voir beaucoup de ces fameux débats qu'on a quasiment à chaque fois. Ces débats autour, bien sûr, de pourquoi on choisit telle ou telle équipe en fonction des métriques. Je vous rappelle les fameux KPI, ces métriques qui vont aussi regarder un peu la force un peu de votre calendrier. Et certes, Oklahoma State avait un calendrier bien plus fort que d'autres équipes qui n'ont pas été repêchées, mais au bout d'un moment, cette entre guillemets excuse passe de moins en moins. Ils ont su ensuite faire front commun, que ce soit lors du tournoi de Big 12 pour au moins passer un tour, et c'était un peu la condition sine qua non pour eux d'assurer des bons votes de la part du comité de sélection. Ils avaient passé un tour face à Baylor, Baylor qui était quand même malgré une saison un peu meilleure que les saisons précédentes, c'était pas fifou, mais il s'était fait éliminer dès le tour suivant par Kansas, Oklahoma State. Donc, il y a eu un petit redressement qui leur a permis d'avoir le minimum, on va dire, pour que le comité de sélection les choisisse, malgré donc les débats. Et ensuite, lors du tournoi national, ils ont donné quelque part raison à ce comité, puisque ils ont réussi, si je me rappelle bien, à déjouer pas mal de pronostics et à aller au final assez loin. Alors ils sont pas allés au College World Series, ça c'est sûr, mais de mémoire ils se sont battus face à Duke, voilà c'est ça. Ils étaient dans le regional de Georgia, donc il y avait Georgia, Duke, Oklahoma State et Binghamton. Et au final, Duke et Oklahoma State ont été les finalistes de ce regional, et c'est Duke qui s'en est sorti pour après affronter la Cendrillon un peu la saison dernière, Murray State qui, je le rappelle, a déjoué tous les pronostics et est allé en tant que seed 4, donc un dernier seed dans les tournois nationaux, jusqu'au College World Series. Mais bref, on n'est pas là pour parler d'eux, on est là pour parler d'Oklahoma State. Et donc Oklahoma State, un peu à la manière d'un Florida, même si Florida c'était allé beaucoup plus loin en 2024, a réussi quand même à montrer un peu qu'il avait sa place parmi le gratin du monde national du baseball, même si on rappelle que c'est un sport de momentum. Donc si vous, on va dire, si vous surfez sur la bonne vague au bon moment, vous pouvez avoir des résultats qui boostent un peu et justifient un peu certaines sélections. Mais encore une fois, c'est l'irrégularité et tous les débats autour de cette équipe pendant la saison, et donc sur les 2 dernières saisons, qui posent problème quand on veut en faire une figure de proue de la Big 12. Donc après ces justifications refermées, on peut maintenant s'atteler à regarder et à faire notre véritable preview sur la saison à venir. Avec une première chose à noter, ça va être que ça risque d'être encore assez bouché en termes d'homogénéité, puisqu'on a des programmes qui sont en montée constante.
On a des programmes qui vont continuer d'essayer de s'établir tout en haut. Je pense à Arizona State, Arizona bien entendu. Et on a des programmes qui vont vouloir montrer que leur saison qu'ils avaient fait lors de leur arrivée en Big 12, je pense à UCF il y a 2 saisons, n'était pas qu'un écran de fumée, on va dire. Dans tous les cas, on peut commencer notre preview. Donc, je vais faire en fait de l'équipe qui pour moi est entre guillemets la plus faible, celle qui sera la plus basse dans mon classement entre guillemets, l'équipe qui sera la plus haute. Et ensuite, je vais vous donner un peu les équipes qui, selon moi, pourraient potentiellement être appelées au tournoi national. J'ai tendance, moi, dans mes previews, à être un peu plus dur que les colonnes américaines qui souvent projettent beaucoup de teams et sont plus proches de la vérité au final que moi. Mais c'est leur travail, moi un peu moins. Mais voilà, on va pouvoir y aller sans plus tarder. Et je vais commencer par l'équipe qui, selon moi, est l'équipe qui va être pour moi dans cette zone un peu plus faible de cette Big 12. Pour moi, ça devrait être BYU. BYU l'année dernière, c'est 10 victoires, 20 défaites en Big 12. Donc c'était pas le pire bilan de la Big 12, mais ça faisait quand même partie des plus mauvais. Je pense qu'en dessous d'eux, il n'y avait que UCF et Utah. Utah qui venait d'arriver de la Pac-12, pour le coup également. Mais surtout, BYU, pour moi, pâtit un peu des directions que prennent certaines autres facs, en fait, dans cette Big 12. Ce qui est intéressant pour BYU, c'est que l'année dernière, malgré ce 10-20 en Big 12, au global, ils ont terminé en 28-27. Le problème, c'était la force calendrier qui n'était pas exceptionnelle. Et par contre, ce qui est d'autant plus intéressant pour eux, c'est qu'ils récupèrent, enfin pas qu'ils récupèrent, mais que pas mal de pièces qu'ils avaient déjà sur les saisons précédentes reviennent. Donc on va avoir un groupe qui est assez expérimenté quand on parle de line-up, donc de la partie offensive, ce qui va pas être de trop dans une Big 12 où on se demande encore s'ils ont vraiment leur place. C'est un peu ça aussi on va dire le nerf de la guerre pour ces équipes comme BYU, comme UCF dont on va parler après, qui viennent de mid-majors pour le coup et qui font le saut vers une powerhouse. C'est est-ce qu'elles sont vraiment capables de suivre le train, que ce soit en termes de performance, mais que ce soit aussi en dehors du terrain, en termes de logistique. C'est plus la même chose que d'être par exemple indépendant ou en WCC, puisque c'était en WCC. Là, il faut vraiment montrer qu'on mérite d'être, entre guillemets, dans cette fameuse Big 12. Donc, ce roster en termes de line-up va être quand même très intéressant pour eux, puisque, comme j'ai dit, ils ont beaucoup de joueurs expérimentés, des juniors et des seniors. Et pour eux, le joueur, je pense, dont ils vont demander le plus, c'est clairement Ryder Robinson. Alors, Ryder Robinson, il a une histoire assez intéressante, puisque il a été on va dire un joueur sur lequel on a placé beaucoup d'espoir. C'est un shortstop. Il a même été transféré récupéré un moment par TCU, donc ce n'est pas rien, avant au final d'être transféré du côté de BYU. C'est un switch hitter. C'est un défenseur potentiellement de première zone. En college baseball, c'est un très gros défenseur. Il est connu pour ça. L'année dernière, ce qui a fait que c'est devenu vraiment le joueur star de BYU, c'est sa deuxième partie de saison. Au global, ces chiffres ne sont pas impressionnants au final. Mais par contre, ce qui est impressionnant, c'est sa capacité en deuxième partie de saison à prendre littéralement feu. Je pense que sur la saison, il termine avec une moyenne à la batte de .280, ce qui en college baseball n'est pas non plus exceptionnel. Il a un OPS de .894. Et il faut se rappeler encore une fois que ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu en termes de chiffres, qui ont l'air bien sans plus sur une saison universitaire, c'est cette deuxième partie de saison où il est devenu incandescent. Je pense qu'il a frappé pour 27 coups sûrs qui sont au-delà donc les fameux extra base hits, donc c'est-à-dire à partir des doubles, triples et home run. Et sur ces 27-là, il y en a quasiment 20 qui sont sur cette deuxième partie de saison. Donc voilà pourquoi je tiens à parler de ce joueur-là qui est un peu leur star power, puisque s'il continue à être le joueur défensif qu'il a montré
c'est déjà leur star en termes de joueurs défensifs. Mais si en plus ils continuent sur la lancée de cette montée en puissance de deuxième partie de saison au niveau offensif, alors on a potentiellement l'un des meilleurs joueurs de la Big 12. Maintenant, le problème qui reste à BYU, et c'est pourquoi ils sont au plus bas, c'est le pitching. L'année dernière, le pitching c'était horrible, c'était 7.04 d'IRA en termes de pitching staff. C'était clairement l'un des pires pitching staff déjà de la Big 12, mais aussi au niveau national. Et le problème, c'était la discipline. C'est-à-dire que c'était une équipe qui concédait beaucoup de buts sur balle. Ça aide pas à pouvoir lancer des dynamiques, puisque vous donnez beaucoup plus de travail à faire à votre défense. Et après, quand ils passent du côté de la batte, ils ont beaucoup moins d'influx, bien sûr. Ça joue aussi à ça. Beaucoup moins d'influx pour pouvoir impacter l'offense. Donc, je sais que de mémoire, ils ont récupéré des membres de staff, expérimentés. Alors, j'ai pas les noms à vous donner. Là, comme ça, je pense qu'il y avait Adrian Dinkel, parce qu'Adrian Dinkel, je pense qu'il était du côté des Yankees à un moment. C'est le seul dont j'ai un nom de tête, parce que j'avais pris quelques notes, mais de tête, je pense que c'était Adrian Dinkel. Mais tout ça pour dire en fait qu'ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes et au-delà de vouloir un peu étoffer leur pitching staff, c'est surtout de trouver une certaine identité, un certain développement, une certaine qualité. Je ne vais pas aller plus loin pour BYU, je pense pas que ça va être une équipe dont on va parler assez souvent, sauf en cas de surprise tout au long de la saison. Donc voilà pourquoi c'est mon équipe qui est la plus basse. On va monter ensuite dans, pour moi, la deuxième équipe qui fait clairement partie de ces équipes qui vont être parmi les plus basses. C'est Utah, et pour moi, ce sera les deux équipes de ma fameuse zone basse. Utah et BYU. Utah, j'ai envie de dire que c'est presque l'effet miroir, le contraire de BYU, dans le sens où normalement, leur pitching staff est plutôt solide. Ce qui a été le problème pour Utah la saison dernière en termes de pitching, c'est les blessures, très clairement. Mais ils ont beaucoup de joueurs très intéressants au niveau du pitching staff. Et ces pitchers, j'ai envie de vous donner un nom, je cherche un nom parce que je ne les connais pas tous pour être honnête. Du côté d'Utah, il y a Colter McAnally, voilà, c'était le nom que j'ai noté, j'ai ma petite fiche. Ça serait bien qu'un jour d'ailleurs je me prenne en vidéo, comme ça vous pourriez voir un peu le bordel que c'est devant moi. Vous voyez mes yeux partir un peu partout. Mais bref, donc McAnally, c'est un pitcher qui a été très intéressant l'année dernière, surtout en termes de être capable de manger beaucoup de manches. C'était pas le pitcher le plus incroyable en termes d'IRA, en termes de strikeout et compagnie, mais par contre c'est un joueur qui vous a montré une certaine durabilité pour réussir à sortir les batteurs adverses, que ce soit par lui-même, que ce soit par l'influence avec ground out et tout ça, et par l'aide de sa défense. Et ça a été plus de 90 manches lancées et 14 starts. Donc il va falloir espérer qu'il reste en santé, puisque l'avoir tout en haut de ce pitching staff va pouvoir, avec des joueurs qui reviennent aussi en santé, va pouvoir établir Utah. Puisque le pitching, c'est clairement le nerf de la guerre quand on veut passer d'une fac capable à une fac vraiment sur laquelle on peut compter, tout simplement. Le problème pour moi de Utah, donc c'est pas le pitching staff, c'est plutôt pour le coup, j'allais dire le line-up. Le line-up, c'est pour le coup un line-up qui est un peu plus, on va dire, dur au mal. Ce sont des travailleurs. C'est une équipe qui, défensivement, n'est pas incroyable, mais au moins qui se donne. C'est une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience, même en termes de joueurs, on va dire, de champ, de joueurs de line-up. Mais ça manque de joueurs vraiment stars. Je sais que, et je l'avais noté, ils ont un joueur qu'ils ont récupéré du JUCO, Luke Jacobs, qui vient de la même zone, du même état, il vient de Salt Lake Community College, donc dans l'Utah. C'est un joueur, un fameux 5-tool. Et ce genre de joueur, pour une équipe comme Utah, ne sera pas du luxe, quand on sait que le reste du line-up va être un peu plus mid, en tout cas sur les projections. On va voir bien sûr, parce que on peut pas mettre en lumière des potentiels breakout years, par exemple. C'est des choses sur lesquelles on peut pas
trop se projeter, on peut espérer, mais pas trop se projeter. Donc des valeurs sûres du JUCO comme Luke Jacobs ne seront pas de trop pour pouvoir aider un peu Utah. On passe maintenant dans cette grosse zone du middle, du milieu du pack, on va dire, pour moi. Et on va commencer par Houston. Alors Houston, la saison dernière, c'est 12 victoires, 17 défaites. Oui, c'est ça, 12 victoires, 17 défaites en Big 12, 30-25 au global. C'est une équipe qui clairement a bien travaillé autour de son pitching. Et parmi son pitching, il y avait bien sûr le meilleur pitcher de Big 12 l'année dernière, Antoine Jean. Le problème, c'est qu'Antoine Jean n'est plus là. Donc il va falloir le remplacer, et c'est pourquoi je les mets en dessous de ce qu'ils ont proposé la saison dernière. La saison dernière, c'est quand même un bilan négatif en Big 12. Au-delà de ça, il faut le rappeler, la saison dernière, un peu comme Utah, Houston, c'était un line-up sur lequel il fallait pas trop compter. Offensivement, ça n'a pas été ouf. Ils ont dû compter sur un transfert du JUCO, le center fielder, le champ centre très broussard, pour avoir un boost. Alors l'année dernière, c'était voilà, parce que ça, en fait, pour vous donner un petit profil sur Trey Broussard très rapidement, c'est un joueur explosif, très rapide, très bon en défense. Du coup, il peut avoir une zone d'influence assez énorme du fait de on va dire, de son impact athlétique et de sa vitesse d'exécution au niveau défensif. C'est clairement considéré en termes de college baseball comme un défenseur élite, tout simplement. Et surtout, sa transition donc du JUCO en 2025 vers la NCAA D1 Baseball s'est plutôt bien passé, puisqu'il a volé 31 bases, encore une fois, travaillé sur sa vitesse, très bon en travail sur base, en moyenne à la batte, .292, c'était vraiment pas mal. Par contre, il va falloir peut-être, pour passer encore un cap et être vraiment un joueur qu'on considère parmi les meilleurs, non seulement de la conférence, mais aussi, pourquoi pas, nationale, c'est ajouter de la puissance à la batte. L'année dernière, c'est 43 runs scorés, notamment grâce à sa vitesse, comme je dis, travailleur sur base, vol sur base. Dès qu'il est sur base, ça permet de dynamiser l'attaque, bien sûr, de Houston. Mais à lui tout seul, il ne pourra pas tout faire. Lui qui a donc été aussi MVP du Cape Cod All-Star Game. Vous savez, la Cape Cod League, cette ligue d'été connue et reconnue aux États-Unis, du côté de Cape Cod, c'est quoi? C'est dans le Maine, Massachusetts, bref. Vous m'excuserez pour la géographie, mais là-bas, dans le nord-est là-bas, mais qui est très connu. Chaque été, on en parle même rapidement. C'est Massachusetts. Mais bref, on s'en fout. J'ai pas envie d'aller trop loin. C'est une équipe qui, pour moi, sera quand même dans la partie basse de ce milieu de peloton. Mais pourquoi jamais dans le milieu de peloton? Puisqu'il y a quand même des transferts aussi intéressants, au-delà des joueurs qui reviennent. Je pense notamment... Alors, il est où? Je le retrouve, l'État Texas. Winfield. J'ai noté que son nom de famille, donc vous m'excuserez. Winfield, l'année dernière, il va Texas après une très très grosse freshman year du côté de Louisiana Monroe. À Louisiana Monroe, c'était 962 OPS, 332 de moyenne à la batte. L'année dernière, ça ne s'est pas... on va dire traduit du côté de Texas, mais bon, Texas est un effectif avec beaucoup de concurrence pour lui. C'est un joueur qui peut amener cette puissance, qui peut amener cette explosivité au-delà de la puissance, qui est peut-être pas le plus discipliné à la batte, mais ce dont a besoin Houston, c'est pas forcément de la discipline, c'est vraiment de cette étincelle, un peu, on va dire, trouver un moyen d'avoir une étincelle en attaque pour que le reste suive. Et pour moi, c'est le joueur qu'il va falloir suivre. Pour Houston, je sais qu'ils ont aussi eu pas mal de joueurs, notamment dans leur classe freshman, qu'il faut considérer, mais j'ai pas les noms devant moi et j'ai pas envie de vous perturber plus longtemps avec Houston. Mais en tout cas, pour moi, Houston va devoir en fait tout simplement trouver une sorte de rythme offensif pour pouvoir être plus haut que mes prédictions. On va maintenant parler de Baylor assez rapidement. Alors déjà, Baylor, j'en ai parlé à chacune de mes previews des saisons précédentes. À chaque fois, on attend ce fameux déclic pour l'équipe de Mitch Thompson. Je rappelle que Baylor, ça a été quand même une fac qui a compté dans le college baseball avant cette décennie 2020. Et cette décennie 2020 a été très compliquée. Il y a eu une sorte de... je sais pas comment expliquer, mais c'est limite comme si le Covid avait limite coupé quelque chose en Baylor, où ils ont eu des problèmes de blessures, de transferts,
peut-être ils sont aussi trompés dans des classes de recrutement en termes de freshman, ils n'ont pas trouvé les bons assets aussi en termes de JUCO, etc., pour pouvoir reconstruire. Et chaque année, ça a été limite de la reconstruction jusqu'à 2023. À partir de 2024, ils ont décidé en fait de faire grandir un groupe qui allait certes rester dans les bas-fonds de la Big 12, mais qui allait prendre de l'expérience. Et donc la saison dernière, on a déjà vu du mieux, avec 33 victoires, 22 défaites au global, et surtout un bilan en Big 12 négatif certes, mais pas si dégueu, vous me permettrez l'expression. 13 victoires, 17 défaites en Big 12. Et sachant que cette année, ils ont encore, j'ai envie de dire, réglé certains petits trucs, mais ils ont aussi ramené les mêmes pièces qui continuent à prendre de l'expérience. Je pense que il n'est pas... pour moi, c'est pas déconnant de les trouver dans le milieu du pack, et pourquoi pas être même un peu plus haut dans ce milieu du pack que ce que ma prédiction, ma prévision, ma preview pourrait vous laisser penser. L'année dernière, le pitching n'était pas mauvais à défaut d'être incroyable, et surtout c'est que cette année, il y a quasiment la moitié du pitching staff qui est de retour. On y injecte aussi on va dire de la jeunesse autour de ça, mais par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des joueurs qui reviennent, notamment du côté du pitching, ce sont à minima des seniors, c'est-à-dire des dernières années. Et il y en a même qui sont déjà des graduate students, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu leur diplôme. Donc, c'est une belle base, parce que je rappelle en college baseball, c'est pas forcément les meilleurs prospects de la draft MLB qui vous font gagner des titres. C'est au contraire une certaine homogénéité dans l'expérience qui peut vous permettre de gagner des titres, ou en tout cas d'aller au mieux. Un joueur qui peut un peu, on va dire, imager tout ça, c'est Ethan Calder. Ethan Calder, si je dis pas de bêtises, il est senior cette saison. Il est lanceur gaucher, c'est bien ça. Et comme je le dis, il highlight un peu ce pitching staff dans le sens où il n'y a pas de star. Mais par contre, il y a beaucoup d'expérience. Et chez les pitchers, ça compte aussi beaucoup, parce qu'on est habitué, on connaît d'autant plus les façons de frapper des joueurs contre qui on va lancer, etc. On a des habitudes, on a des façons de travailler, on a une façon aussi de se préparer, en fait, tout simplement, qui n'est pas la même qu'un joueur freshman. Et puis aussi la pression, être capable de se réinstaller dans une manche, dans un match, etc. en fonction de ce qu'on a fait, c'est pas du luxe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que Baylor, au niveau du line-up, si on part du côté du line-up, est en train de construire un line-up qui est encore plus impressionnant au niveau athlétique. Je pense notamment au niveau du shortstop, Travis Sanders. Travis Sanders, si je dis pas de bêtises, c'était 974 d'OPS, 335 de moyenne à la batte. Il était d'abord à Texas Tech, puis après il est venu à Baylor, et à Baylor c'est très bien passé. L'année dernière aussi, il y a eu des très bons jeunes, puisqu'il y a eu le sophomore, Pearson Ribock. Pearson Ribock était freshman l'année dernière, donc les sophomores cette année. Et l'année dernière, pour sa première saison, c'est .306 de moyenne à la batte et .859 d'OPS. Donc à voir. Et j'ai envie de dire que un autre joueur dont je peux parler rapidement, c'est Ty Johnson. Ty Johnson, c'est plutôt pour l'aspect défensif, excusez-moi, le champ centre de Baylor, qu'il est reconnu. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir en fait ce qu'il est capable de faire au niveau offensif. Alors, Ty Johnson, il est assez ancien puisqu'il a d'abord travaillé du côté des JUCO. Il était à McLennan, et McLennan en community college, ce community college, je pense, du Texas justement, est très connu. Souvent pas loin d'être titré, souvent dans les World Series, JUCO, etc. Et donc il a pu se développer au mieux. L'année dernière, en tant que junior du côté de Baylor, au niveau offensif, ça a été en deçà de ses standards, mais bon, il fallait faire la transition, bien sûr, du JUCO vers le NCAA D1 baseball.
Et donc, on va espérer que cette saison, ça soit la saison, hein, c'est sa saison senior, hein, si je ne dis pas de bêtises, cette saison, ça soit sa saison référence en termes de NCAA en baseball, ce qui va encore plus booster un groupe, comme je l'ai dit, qui est prêt à montrer qu'il peut être très 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 athlétique et très bon offensivement. Donc voilà pour Baylor. Et j'ai envie de faire limite sans transition, l'équipe que je vois limite ex aequo avec Baylor pour moi, même si l'année dernière en termes de bilan c'était en deçà, c'est UCF. UCF, ils ont un coach, un Rich Wallace, qui est très ambitieux. UCF, en 2024, on se rappelle, ça a été un peu la Cendrillon de la Big 12 pour sa première saison en Big 12. Ça s'est pas bien terminé sur la fin de saison, mais pendant une grosse partie de la saison, c'était l'une des meilleures équipes de Big 12 à la surprise générale. L'année dernière, on espérait qu'ils allaient continuer sur ce qu'ils avaient fait en 2024. Et au début de la saison 2025, ils étaient clairement en train de continuer à on va dire rider, parce que je trouve plus le mot, mais rider cette vague positive de 2024. Je me rappelle que je les voyais gagner des séries contre Stetson. Je les voyais aussi jouer des gros matchs face à Miami, face à Florida, et gagner ces séries-là. Et tout d'un coup, et ça a un peu coïncidé aussi avec le calendrier Big 12, tout d'un coup, ils se sont écroulés. Ils se sont fait sweeper dans 4 séries, notamment. Et ça s'est très mal fini. Et donc forcément, ça a, on va dire, amené pas mal de questions sur les limites de cette idée de vouloir avoir une sorte de... Comment je peux dire ça ? En fait, Rich Wallace, il est connu pour son offense qui est assez particulière dans le sens où il veut une sorte de all-out offense. Voilà, c'est une offense qui vous lâche pas en fait. Elle vous lâche pas. Et cette all-out offense est aussi couplée à une défense qui normalement, en termes de fielding, doit faire partie des meilleures défenses athlétiques et donc des meilleurs fielding percentage, on va dire, tout simplement de la conférence. L'année dernière, ça s'est pas traduit comme il le voulait, alors que parce que justement cette façon de jouer est très je sais pas pourquoi je trouve plus mes mots en français tout de suite, mais très taxing, très voilà, ça fait du mal au corps en fait, ça éprouve en fait physiquement des étudiants athlètes. Je rappelle, ce ne sont pas des professionnels mais des étudiants athlètes. Et donc on a vu un peu les limites de cette all-out offense backée par une athletic defense, si vous voulez. Ce qui va être important pour UCF avant tout, c'est de pouvoir en fait rétablir un pitching staff, un pitching order, on va dire, de qualité. S'ils arrivent à mettre ça en place, l'offense devrait s'en sortir dans tous les cas. Je peux vous donner un joueur, si on veut parler d'un seul joueur, parce qu'il y a pas mal de joueurs offensifs intéressants à UCF déjà. Andrew Williamson. Andrew Williamson, c'est le champ droit de UCF. L'année dernière, c'est quoi ? C'est 1.110 d'OPS, 13 home runs, 19 doubles, 53 points produits en moins d'une cinquantaine de matchs. Il a aussi réussi à avoir un ratio walk strikeout intéressant, pas exceptionnel mais intéressant, 41 walk pour 36 strikeouts, 13 bases volées. C'est un joueur très dynamique et c'était un des meilleurs en fait frappeurs de la Big 12 tout simplement. Il y a d'autres joueurs bien sûr qui sont là et qui sont capables d'apporter à UCF, et donc encore une fois l'offense n'est pas forcément ce qu'il va falloir regarder. C'est plutôt en fait ce qu'on va dire comment l'équipe va répondre à ce défi qui est cette philosophie de jeu de Rich Wallace tout simplement. Et surtout comment le pitching staff va pouvoir aussi enlever du workload, on va dire, à une défense qui est souvent très impactée, on va dire, et sur laquelle on demande beaucoup de choses, sur laquelle on s'appuie beaucoup. Donc voilà pour UCF, s'ils arrivent à répondre à ces équations-là, alors on pourrait les retrouver quasiment au même niveau que 2024, ce qui montre que leur plafond est assez élevé. Une autre équipe qui depuis 3 ans, on va dire, a beaucoup de mal, alors que c'était une des équipes les plus réputées de la Big 12, notamment pour son offense. Ça n'a jamais été, en tout cas depuis que moi je les suis, ça n'a jamais été une équipe reconnue pour son pitching, mais par contre son offense électrique, cette façon de jouer aussi un peu spécifique à Texas Tech, était assez loué, c'est justement Texas Tech, tout simplement. L'année dernière, l'équipe de Tim Tadlock a montré certaines limites offensives, ce qui est assez rare pour une équipe de Tim Tadlock, puisque en général c'est le pitching qui pose problème, bien sûr. Mais l'année dernière c'était un peu en dessous.
ça leur a pas empêché d'avoir un bilan en Big 12 pas si loin que ça de l'équilibre, 13 victoires, 17 défaites, mais par contre leur bilan au global, 20 victoires, 33 défaites, a été catastrophique. Alors, je sais que on le dit souvent, moi, alors je connais pas, je vais pas vous mentir, je connais pas bien les on va dire les stades, hein, les parcs, parce qu'on dit souvent que pitcher à Lubbock, hein, Lubbock, c'est là où se retrouve cette fac, c'est toujours compliqué. Euh, mais en tout cas, leur pitching staff va vraiment devoir un peu changer cet état d'esprit lancinant que l'on retrouve à Texas Tech en termes de pitching depuis que moi je suis le college baseball. C'est quasiment la seule façon pour eux de pouvoir redevenir cette place forte, ce poil à gratter de la Big 12 et cette équipe qui va quasiment chaque saison au tournoi national. Si on veut regarder un peu quel joueur on pourrait regarder, quel joueur. Alors je regarde parce que je sais qu'il y a eu pas mal de transferts, hein. Moi je me rappelle d'une certaine époque, pas mal de joueurs intéressants à Texas Tech qui sont partis en SEC et compagnie. Mais là, je vais pas vous mentir. Ah, ils ont un transfert qui nous provient de Stetson qui a fait une très, très grosse saison la saison dernière. Alors j'ai que son nom de famille, c'est Hughes. L'année dernière, il termine avec .971 d'OPS. Non, je dis une bêtise. L'année dernière, il arrive à Texas Tech, en provenance de Stetson. L'année d'avant, donc à Stetson, il termine avec 971 d'OPS, il était que freshman. L'année dernière, c'est 19 home runs, c'est 1.107 d'OPS, c'est 58 runs, donc 58 points produits. C'est vraiment le joueur élite, hein, tout simplement, du côté de Texas Tech. Chaque effectif de Team Tadlock a ce genre de joueur. C'est pourquoi j'étais un peu confus d'ailleurs. Et ça va être lui qui va être clairement la figure de proue, hein, de cette offense, encore une fois, de Texas Tech, mais qu'il va falloir qu'il y ait des joueurs qui, derrière lui, arrivent à se montrer et à continuer à aider à recréer cette sorte d'étincelle dans une offense qui est d'habitude le point fort de Texas Tech, tout simplement. Je pense, pour finir rapidement avec Texas Tech, ils ont récupéré un joueur. Ouais, c'est ça. Alors, il s'appelle Villeneuve, comme Jacques Villeneuve, par exemple le pilote de F1. Il nous vient de Québec. Et Villeneuve, ce Villeneuve en question, alors c'est Robin Villeneuve de son prénom, il a été champion. Et oui, il a été champion. Il a été champion avec Tennessee en 2024. Et oui. En 2024, il a été champion avec Tennessee, mais dans un rôle bien amoindri. En 2025, il est du côté de Texas Tech, et à Texas Tech, il fait une grosse saison. Il fait une saison en fait à l'image de ce qu'il avait fait lorsqu'il est arrivé aux États-Unis pour aller jouer du côté de Weatherford College, qui est un autre JUCO bien connu du Texas et de la JUCO. C'était l'année dernière 365 de moyenne à la batte, 1.167 d'OPS. Par contre, la pure discipline de batte était peut-être un peu en deçà, par exemple, du Hughes dont je viens de parler auparavant. Et bah ça va être à ces joueurs-là de revamped, pour encore ajouter de l'anglais à mon français, l'offense tout simplement de Texas Tech. Je pense pas qu'en termes de pitcher, on a vraiment un pitcher sur lequel on pourrait avoir beaucoup d'espoir. Ça va être vraiment au niveau collectif, pitching collectif, qu'il va falloir avoir du mieux. Je regardais juste en essayant de meubler un peu si Team Tadlock avait un peu rechangé son staff, notamment au niveau du pitching, mais je vois rien de notable. Donc on va s'arrêter là pour Texas Tech. On arrive vers l'une de mes équipes en fait coup de cœur, hein, depuis qu'ils sont arrivés en Big 12. C'est Cincinnati, hein, l'équipe de Jordan Bichel. Alors, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas failli à leur réputation de poil à gratter. En changeant de la AAC à la Big 12, il y avait déjà eu cette idée de vouloir devenir un programme qui compte, de pouvoir développer des joueurs et développer en fait une identité dans cette fac liée au baseball. L'année dernière, ça s'est d'ailleurs très très bien passé pour eux, hein, puisqu'ils terminent en positif, hein, 16 victoires, 14 défaites et un bilan global également positif, hein, 33-26. Et c'est d'ailleurs la première équipe dont on fait la preview actuellement qui était en fait présente lors du tournoi national, hein, 2025. Alors ça s'est pas très bien passé là-bas, mais
euh, j'ai envie de dire que leur objectif à eux, en tant que fac qui essaie de grandir, c'était clairement de pouvoir être à même de se qualifier hein, via le bid at large, puisqu'ils n'ont pas pu le faire via le bid automatique. Hein, je rappelle, Arizona ayant gagné le tournoi de Big 12. Alors, ce qui est intéressant avec Cincinnati, Cincinnati en fait c'est un peu le Kentucky, si on veut comparer avec une équipe de Big 12. C'est-à-dire que Kentucky, même si ça a été de moins en moins vrai avec les années qui arrivent, c'était un baseball d'opportunité. Vraiment un baseball opportuniste presque. Euh, qui joue beaucoup small ball, qui compte vraiment sur vos erreurs, sur vos approximations, sur un pitching staff qui est prêt à dérailler pour pouvoir vous sauter à la gorge. Donc c'est pas le plus impressionnant, c'est-à-dire que c'est clairement beaucoup de bunt, beaucoup de squeeze play, beaucoup de bases volées. Et quand ils arrivent à rentrer dans votre tête, c'est aussi une équipe qui arrivait à attirer pas mal de hit by pitch. C'est assez spécial. Ça vous fait une offense qui est pour le coup assez dynamique, hein, puisque ça travaille beaucoup sur base. Et comment vous arrivez à créer toutes ces situations, c'est en travaillant très dur sur base, en étant une menace constante en termes de vol de base, ce qui fait que les défenses aussi ne sont jamais tranquilles, vont tenter peut-être des pick-offs, ça peut créer des wild plays, ça peut voilà, en fait instiller un doute constant et permanent, voilà, pour votre adversaire. L'année dernière, ça s'est d'ailleurs très bien passé avec ce type d'offense, mais surtout ils l'ont couplé à une défense clairement, j'ai envie de dire élite à certains points. Je sais pas si ça se traduit tant que ça dans les chiffres, hein, pour être honnête, mais c'est vraiment l'aspect visuel. C'est-à-dire que c'est une équipe qui prenait en général, si vous voulez, une sorte de stat, c'est pas une stat officielle, mais qui prenait en général pas beaucoup de runs. Donc quand vous prenez pas beaucoup de runs et que vous arrivez à créer du chaos au niveau offensif, c'est une recette qui vous permet d'être au moins toujours dans les matchs. On est d'accord. Vous voyez qui vous permet quand même de gagner pas mal de matchs, en atteste encore une fois leur bilan positif en Big 12. Je sais que l'année dernière, on parlait beaucoup de leur défense de l'outfield. Alors, c'était qui l'autre joueur? Je sais qu'il y avait un shortstop aussi dont on parle beaucoup. Je suis encore une fois désolé, je connais pas tous les joueurs par cœur. Alors, je cherche. Je pense que c'est Charlie Niehaus ou Niehaus, je sais pas comment on prononce, mais c'était leur shortstop très bon défensivement. Et en fait, voilà, on va dire cette doublette shortstop outfield était vraiment prisée au niveau national. Hein. Je sais qu'il y a eu pas mal d'articles là-dessus, ou pas mal en tout cas de mentions là-dessus. Par contre, c'est un groupe qui amène beaucoup de jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de turnover et beaucoup de jeunesse. Ce qui est à la fois excitant, ce qui peut faire peur sur la pure saison 2026, c'est pourquoi ils arrivent quand même entre guillemets assez tôt, hein, vers la moitié de ma preview Big 12. Avec les jeunes, on a un aspect athlétique non indéniable, une sorte aussi de, si on veut parler dans des choses un peu plus intrinsèques et un peu moins quantifiables, une sorte de... alors c'est pas excitation le mot dont je voulais parler, mais je le trouve pas exactement le mot. Au-delà de l'excitation, presque une insouciance, voilà, chercher. C'est une sorte d'insouciance que vous apporte aussi la jeunesse, mais ça peut aussi vous apporter pas mal d'erreurs. Et quand on sait que la défense était quand même un aspect très important, hein, de Cincinnati les saisons précédentes et sur la saison dernière, les erreurs avec la jeunesse arrivent assez souvent. Donc il y a un upside qui est très important, c'est-à-dire que c'est un groupe qui va pouvoir travailler sur quelques années en fonction des aspirations de chacun, et qui va pouvoir donc progresser tous ensemble. C'est aussi un groupe qui va devoir en fait prendre le manteau que certains joueurs plus expérimentés avaient ces dernières saisons et qui sont partis. Je sais qu'il y a un joueur qui a été highlighté, qui est un transfert, hein, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est Natili. Alors, le catcher de Cincinnati, il a fait sa saison freshman 2024 à Rutgers, donc en Big Ten. Et ensuite, il a transféré du côté de Cincinnati en 2025. Et en 2025, c'est .338 de moyenne à la batte, 1.006 d'OPS, 9 home runs, 53 points produits. On parle d'un receveur. Je pense d'ailleurs qu'il est éligible, hein, pour la draft, hein, parce que ça doit être un junior cette année maintenant. Et ça serait un joueur, donc le nom qu'il va falloir retenir, Jack Natili.
Si vous voyez Jack Natili dans les draft boards et compagnie, ne soyez pas étonnés s'il continue sur sa progression. C'est le seul jour dont j'ai envie de vous parler sur Cincinnati pour pouvoir avancer dans nos previews, parce que je vous rappelle que je fais non seulement la Big 12, mais également la Big 10. L'occasion pour moi de prendre une mini pause, ça va être une petite transition musicale pour vous, et on va reprendre juste après. On va parler maintenant de Kansas State après notre petite pause. Kansas State, une valeur sûre bien sûr de la Big 12. Kansas State qui s'est remis de sa désillusion. Alors c'était en 2023 ou 2024 où ils avaient fait une très très belle saison, mais le comité de sélection ne les avait pas sélectionnés. Et on se rappelle que ça avait fait un tollé, mais comme souvent, malheureusement c'est un peu le jeu, quand il y a un comité de sélection, il y a forcément matière à avoir des discussions pour les équipes déçues de ne pas avoir été sélectionnées, bien entendu. L'année dernière, Kansas State fait une très belle saison. En Big 12, de mémoire, c'est dans le haut du panier. Il termine 6ème en 17-13. 17 victoires, 13 défaites. Au global, 32-26. Ils avaient aussi un très gros calendrier. Ce qui leur a fait un peu du mal et ce qui aurait pu leur empêcher ou les empêcher de pouvoir aller au tournoi national, c'est clairement le bilan face au Quad One. Je rappelle que quand on calcule toutes les métriques liées un peu à la difficulté du calendrier, etc., on sépare ou split les équipes en fonction de leur puissance, on va dire, ou force, on va dire. Et donc Quad One ou Cadran 1, c'est les équipes les plus fortes, tout simplement. Cadran 2, les équipes qui suivent. Donc je pense que cadran 1 c'est 1 à 25, cadran 2 c'est 26 à 50, cadran 3 c'est 51 à plus que 100. Alors, cette fois-ci c'est 151 à quasiment 150 ou 200 si je me rappelle bien. Et donc le reste c'est cadran 4, on va dire, pour faire simple. Malgré ce bilan assez difficile face au cadran 1, Kansas State a quand même été récupéré dans le bid at large pour participer au tournoi national. Ils n'ont pas fait un grand tournoi national, on va pas se mentir, mais en tout cas, ils partent avec Pete Hughes, avec certaines habitudes maintenant depuis 3-4 saisons. Et l'une de ces habitudes, un peu à l'instar d'autres équipes dont on a parlé auparavant, c'est l'offense. Cette offense-là est beaucoup plus dans l'air du temps, dans le sens où c'est une offense qu'on retrouve beaucoup en MLB, où on va slug à outrance, on va tenter d'avoir du home run à outrance, mais il n'oublie pas que courir est important. C'est une équipe qui travaille quand même pas mal sur base. Le problème souvent des équipes de Kansas State, des dernières moutures, c'était la défense, au niveau bien sûr des joueurs de champ, on va dire. Mais l'année dernière, ils ont eu quand même une très très belle défense au niveau des joueurs de champ. Donc quand on associe un line-up très fort offensivement, comme chaque saison, ces dernières saisons, qui en plus est maintenant très expérimenté et assez profond, c'est-à-dire que même malgré les blessures, ils arrivent à tenir une certaine qualité, on va dire, offensive. On combine ça avec une défense qui l'année dernière a été parmi les meilleures défenses de la Big 12. On a tout simplement les recettes d'un succès, au moins au niveau conférence, indéniable. Je pense que pour eux, le problème c'est plutôt au niveau du pitching. Alors, un problème relatif, attention, dans le sens où c'était pas un très mauvais pitching staff, et surtout c'est un pitching staff expérimenté qui ramène encore quasiment la moitié de son effectif est toujours là. Ils ont du coup beaucoup de monde qui peut prétendre à faire partie de la rotation du week-end, donc les 3 joueurs de week-end, ce qui fait que s'il y a des blessures, on espère qu'il n'y en aura pas, mais ça permet quand même de voir venir. Et pareil, les joueurs qui ne pourront pas starter et qui sont candidats au start vont renforcer un bullpen qui est normalement plutôt très bon en termes d'expérience notamment, et en termes aussi de profondeur. Ce qui manque pour moi peut-être, c'est vraiment un one-two punch en termes de pitcher starter qui fait vraiment des dégâts face aux offenses adverses. C'est peut-être ça qui manque à Kansas State pour vraiment prétendre à être la meilleure équipe, ou parmi les toutes meilleures équipes en tout cas de la Big 12. Si on veut parler d'un joueur star, je sais qu'il y a... Alors, Dee Kennedy, c'était clairement le joueur quand il est arrivé parce qu'il était à Texas à la base, mais il est arrivé à Kansas State la saison dernière.
C'est quoi? C'est 11 home runs, 12 bases volées, 12 doubles, 886 d'OPS. Ça a été quand même en deçà de ce qu'on imaginait. Dick Kennedy, clairement, ça devait être la star. C'était un très très bon joueur. C'est un joueur qui de toute façon vous fait cliquer. Hein. C'est le genre de joueur, quand vous le regardez pour l'avoir vu, c'est ce genre de joueur très fort athlétiquement et compagnie. Qui en plus là normalement devrait jouer en tant que shortstop à une position premium, donc il va pouvoir se faire voir. Je pense qu'il est junior maintenant en plus, donc draft éligible. Mais c'est un joueur qui par contre se faisait strikeout à outrance. Je pense qu'il s'est fait strikeout 79 fois et il a draw, enfin il a provoqué beaucoup moins de walk en tout cas qu'il a eu de strikeout. Donc c'est ça le problème, c'est pourquoi je peux pas le mettre en tant que star. Mais en même temps, j'ai envie de dire que la star offensive de l'équipe, c'est l'équipe. il n'y a pas de joueur vraiment en dessous en termes de production pure. Peut-être en termes de stats, oui, mais en termes de production pure, non, puisque l'année dernière, je sais qu'il y avait leur freshman qui avait fait une grosse saison. Je sais plus s'il a été d'ailleurs élu freshman of the year en Big 12. J'ai un trou là-dessus, je vais pas vous mentir. C'est peut-être pas le cas. Mais l'année dernière, c'est quoi? Alors, il s'appelle AJ Evasco, pardon. Et l'année dernière, c'est 11 home runs, 52 points produits à .311 de moyenne à la batte. Alors pour un freshman, c'est assez exceptionnel. Et en plus, 14% en termes de strikeout rate. C'est-à-dire que le gars, pour le strikeout, il faut vraiment se lever de bonne heure. Donc, est-ce que c'était du fait que c'était une sorte de saison un peu surprise et après il va rentrer dans le rang en tant que sophomore, ou est-ce qu'il va continuer là-dessus et devenir la star pour le coup de l'équipe? C'est à voir. C'est pourquoi voilà, je vous ai donné deux noms. Vous n'allez peut-être pas les retenir forcément. Peut-être plus Dick Kennedy, puisqu'il est encore une fois draft éligible. Mais voilà, Kansas State devrait, sauf incident de parcours, être encore l'une des équipes solides de la Big 12. Un peu dans cet ordre d'idées, j'ai envie de vous parler de Kansas. Kansas, l'année dernière, énorme saison. Il n'y a rien à dire. Énorme saison, il remporte le titre de saison régulière de la Big 12 en 20 victoires, 10 défaites. Beaucoup de personnes l'avaient vu venir, puisque c'était un groupe très expérimenté. Et qui en plus, pour le coup, a ce qu'on appelle le fameux star power. Il y a Dominique Vogel. Dominique Vogel, l'année dernière, il faut que je retrouve comment on appelle ça? Ces chiffres. C'est l'Ace en fait de Kansas, mais je trouve plus ces chiffres. Alors peut-être qu'il n'a pas des chiffres, peut-être que je les trouve pas parce qu'il n'a pas des chiffres incroyables. Je suis en train de chercher. Oh voilà, en termes de production pure. Voilà, c'est ça en fait. Le problème avec Vogel, c'est ça. En fait, en termes de production pure, j'appelle Vogel, mais peut-être ça se dit autrement. Bref, en termes de production pure, on va se concentrer. L'année dernière, c'est 165 innings lancés. Je pense que c'est quasiment ce qui se fait de plus en college baseball. Et sur ces 165 manches lancées, 169 strikeouts. Il a 13 victoires. J'ai dit l'année dernière, pardon. Sur ces 2 années, pas juste l'année dernière, mais sur ces 2 dernières années, c'est 165 manches, 169 strikeouts. Désolé, parce qu'il ne peut pas faire 165 manches en college baseball en une seule saison, c'est impossible en fait, sauf s'il joue vraiment toutes les manches, façon de parler. C'est 31 starts sur ces 2 saisons-là. Et je pense que c'est un peu moins de 5 d'IRA sur ces 2 saisons. Donc en fait c'est l'IRA qui fait qu'on a l'impression que c'est pas incroyable, mais vraiment faut pas se fier juste à l'IRA. C'est un joueur qui vous bouffe des manches, qui vous maintient dans les matchs. Et c'est le plus important pour Kansas. Puisqu'ensuite, et là c'est l'autre joueur dont j'ai envie de parler, c'est Ballinger. Ballinger, l'année dernière, c'est du côté du hitting, donc du côté du line-up, c'est .495 d'OBP. C'est .670 de slugging percentage. C'est 1.164 d'OPS. Ce n'était qu'un sophomore. C'est-à-dire qu'il est junior, éligible pour la draft. C'est .353 de moyenne à la batte si on veut continuer sur les chiffres. Il est, l'année dernière, il était incandescent. Il nous a fait une saison de meilleur joueur de Big 12, hein, clairement. Je pense pas qu'il avait été élu meilleur joueur de Big 12. Je réfléchis, je suis pas sûr, mais en tout cas, Brady Ballinger, retenez bien ce nom, que j'ai peut-être explosé, torturé en termes de prononciation.
Outfielder à Kansas, peut-être que je prendrai d'ailleurs sa photo pour illustrer l'épisode de podcast qui va sortir pour la Big 12 et Big 10. C'est potentiellement un des candidats, si ce n'est le candidat, pour être le meilleur joueur de la saison en Big 12 cette saison. Donc voilou pour Kansas State, vous avez compris, pour faire simple. Pour Kansas, pardon. C'est un peu le contraire de Kansas State pour le coup. Ils ont quelques joueurs qui sont considérés comme des stars. Ils ont ajouté à ça d'ailleurs des transferts dont je n'ai pas forcément parlé. Il y en a un dont tout le monde parle, c'est Cade Baldridge, qui nous vient de Collie County du JUCO. Va falloir vraiment compter sur Kansas. Est-ce qu'ils vont réussir à refaire une saison où ils vont terminer champion de saison régulière de Big 12? Rien n'est moins sûr par rapport à la concurrence, mais par contre c'est une des meilleures équipes de la Big 12. Et je pense qu'avec eux, j'ai envie de dire qu'ils sont dans mon middle pack, mais vraiment tout en haut du middle pack. Une autre équipe qui, pour moi, devrait être tout en haut du middle pack, si ce n'est mieux, et on espère vraiment un rebond, c'est l'équipe, bien sûr, de Josh Holliday. Et quand je dis Josh Holliday, je parle bien évidemment d'Oklahoma State. Oklahoma State, bon, comme j'ai dit, il y a eu pas mal de déceptions. Mais si on rentre vraiment dans un diagnostic, dans une sorte limite d'autopsie de la saison dernière, c'est un peu glauque, faut dire qu'il y avait eu quand même beaucoup de blessés. Là, il y a des joueurs qui doivent revenir de blessures. Ils ont du coup un line-up qui devrait être très expérimenté. Ils ont aussi un pitching staff qui devrait être expérimenté, mais il va falloir faire attention surtout en termes de starter. En termes de starter, je sais que Hunter Watkins, pour le coup, lui, s'est fait une rupture de ligament croisé cet automne. Donc, il va falloir le remplacer. Un joueur, si vous voulez retenir un joueur, c'est un joueur qui a été incroyable l'année dernière lors d'une régionale de Georgia, le Athens Regional. C'est Colin Ritchie. Colin Ritchie, c'est un frappeur gaucher qui joue en champ centre, qui est très athlétique. L'année dernière, c'était quoi? C'est 1.061 d'OPS. On espère mieux. Alors attention, il va falloir montrer un peu plus de discipline pure à la batte. Mais par contre, il a le potentiel de se mettre tout en haut de la hiérarchie des gros outfielders d'Oklahoma State. Ou passer par Oklahoma State, qui sont ensuite des gros potentiels pour la draft. Alors je sais plus si lui est déjà éligible pour la draft, mais en tout cas c'est le joueur pour moi qu'il faut suivre du côté d'Oklahoma State quand on parle de joueurs offensifs. Et puis comme j'ai dit en termes de pitching, du coup ils ont perdu leur ace normalement, Hunter Watkins. Du coup on va compter sur des joueurs un peu plus, peut-être un peu moins incroyables, mais qui sont capables de vous apporter, ou en tout cas de vous bouffer de la manche, de vous tenir dans les matchs. Rien d'électrique vraiment dans leur arsenal, mais des joueurs qui connaissent aussi très bien comment faire marcher on va dire leur pitch tout au long de la saison et s'économiser. Ils ont l'expérience, ils connaissent bien les joutes de Big 12. Bref, tout ça pour vous parler de Mario Pesca. Mario Pesca, c'est un géant en termes de taille. Je pense qu'il est à plus de 2m3 ou 2m5, je sais plus. Il a eu l'année dernière 4.39 diarrhées en 188. L'année dernière, il a eu un peu moins de 4 diarrhées, mais en carrière, il a 4.39 diarrhées sur 188 manches lancées. Et là, c'est un senior, mais il avait commencé en tant que releveur avant de s'établir comme un joueur maintenant de starter, un joueur de rotation. On va voir clairement s'il est capable de prendre cette étiquette, ce manteau entre guillemets d'ace, et amener des joueurs qui sont quand même beaucoup plus jeunes dans le reste du pitching staff dans sa roue, on va dire. Mais clairement, Oklahoma State a à se faire pardonner en termes de régularité, et Josh Holliday a envie de revenir tout en haut en fait, et d'être un peu tout simplement cette équipe avec TCU qui tient en fait la Big 12, ou qui ramène la Big 12 tout en haut de l'affiche, tout simplement. Avec la prochaine équipe, on change encore d'un étage, puisque pour moi on parle du haut du tableau, en tout cas en termes de preview par rapport à cette pré-saison. Et cette équipe, j'en ai parlé un peu plus tôt dans ce podcast, vous avez l'impression que ça va faire des heures que j'en ai parlé, puisque ça fait des heures que là je parle, peut-être au montage ça vous fera à peu près une heure et quelques.
Mais je parle d'Arizona State. Donc je vais pas encore répéter ce que j'ai dit, mais ça reste une fac historique, et surtout une fac qui, après un tout début de décennie 2020 assez compliqué en Pac-12, a un peu sous l'impulsion de Willie Blomqvist, qui est arrivé sur la dernière saison, ou avant-dernière saison Pac-12 de mémoire, sous son impulsion, ils ont su redresser les choses, mais à tous les échelons. Le staff a été réactualisé, les datas ont vraiment été utiles pour pouvoir recruter, pour pouvoir aussi proposer des approches différentes dans le développement des joueurs. Et j'ai l'impression que la saison dernière, c'était un peu l'an 1 du retour au premier plan d'Arizona State. Alors, en college baseball, tout va très vite et on peut très bien passer d'une saison soi-disant de confirmation à une saison catastrophique. Beaucoup de choses, beaucoup de facteurs peuvent entrer en compte. Mais l'optimisme est plutôt de mise à l'entrée, à l'orée de cette saison, notamment grâce à ce qu'ils ont fait la saison dernière. Je le rappelle, l'année dernière, 18-12 en Big 12, ils sont quasiment sur le podium de la Big 12. Je pense qu'ils ont le même bilan d'ailleurs qu'Arizona en termes de saison régulière. Big 12, au global c'est 36-24, ils vont au tournoi national. Bon, au tournoi national ils ne font pas entre guillemets grand chose, mais l'objectif, comme pour d'autres facs dont j'ai parlé auparavant, était ailleurs. Et clairement, année 2 dans cette Big 12, Willie Blomqvist et certains de ses joueurs majeurs, certains aussi de ses anciens, ses freshmen de la saison dernière qui ont été assez exceptionnels pour certains, vont vouloir montrer que ce n'était pas qu'un coup de chance. Clairement, le premier joueur qui va venir en tête, et pour ceux qui suivent la MLB depuis un moment, le nom de famille va certainement leur dire quelque chose. Alors c'est Landon Hairston. Landon Hairston, c'est le fils de Scott Hairston, qui a quand même joué dans les Big Leagues pendant une dizaine d'années, de mémoire. Et Landon Hairston, si vous voulez, c'est un joueur qui l'année dernière était freshman, c'est en 2006, et qui a montré que, freshman ou pas, il peut être un leader offensif pour une équipe assez importante d'une conférence, on va dire, élite. L'année dernière, c'est déjà 54 matchs joués, et en plus il a été un peu déplacé partout. Il a joué dans la outfield, il a aussi joué en première base, et en termes d'offense, c'est donc 54 matchs joués pour... Alors, on a 4 home runs, 37 points produits, 4 bases volées, un ratio but sur balle strikeout de 35 buts sur balle contre 23 strikeouts. Et surtout en termes de moyenne, c'est là où c'est vraiment impressionnant, c'est 333 de moyenne à la batte, 441 d'OBP, 467 de slugging percentage et .908 bien sûr d'OPS. Ce qui fait que parmi les freshmen, ça a été un des tout meilleurs de la nation, très équilibré. Alors il n'a pas fait montre de puissance à la batte, ça va être peut-être le prochain axe de développement pour ce dernier, mais en tout cas il a montré de belles promesses. Et beaucoup, bon après c'est un peu l'excitation bien sûr de, on va dire des gens qui suivent, que ce soit médias ou que ce soit juste fans, mais beaucoup lui prédisent de réussir à atteindre les fameux 400 de moyenne à la batte, .400 de moyenne à la batte. Ce qui en college baseball n'est pas si rare que ça, mais qui prouve un peu votre côté élite, qui peut normalement aussi se translater ou se traduire, pour parler français, dans les niveaux supérieurs, voire professionnels. On compte clairement sur lui au niveau offensif, et après pour pouvoir créer ce fameux chaos sur base, si possible. Mais je pense que Arizona State, comme beaucoup de facs, va se poser des questions par rapport au fait qu'il y a un renouvellement d'effectifs, et notamment au niveau du pitching staff. Et quand je dis pitching staff, c'est pas forcément le bullpen où il me semble qu'il y a quand même pas mal de bons joueurs. Par contre, c'est au niveau de la rotation. Au niveau de la rotation, ils n'ont pas de bras qui ont prouvé des choses, ils ont quand même des joueurs assez jeunes. Et je pense que clairement, ils vont compter beaucoup sur Cole Carlon. Cole Carlon, on va voir un peu comment ils vont l'utiliser, puisque je ne sais pas si c'est un joueur qui va, en termes de durabilité, être capable d'être un pur starter qui va vous manger des manches. Par contre, avec son combo, parce qu'il a une balle rapide qui va dans les 95 à 97 miles par heure, et il a aussi une cutter. C'est cette cutter en fait qui était vraiment très compliquée pour les adversaires. Je pense que c'était quasiment du 90 miles par heure. Il a un combo, un 1-2 punch qui en tant que releveur est létal en fait. Alors que si vous le mettez starter et que voilà, son arsenal de pitch n'est pas non plus incroyable, vous risquez un peu de perdre l'avantage que vous avez avec un tel joueur. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer avec ce joueur. L'année dernière, je pense qu'il avait un des plus gros strikeout rate
non seulement de la Big 12, mais je veux dire de la nation. Je pense que c'était quasiment 40% sur la card rate. 38 quelque chose, enfin bref. Quelque chose d'assez incroyable. Et beaucoup de gens justement projettent un peu donc les deux joueurs que je viens d'énoncer comme des futurs potentiels joueurs MLB. Alors il y a encore beaucoup de temps, surtout Landon Hurston. Alors Landon Hurston, je pense que c'est en 2006, mais début d'année, donc il y a moyen. Laisse-moi réfléchir. Il y a moyen que non, pas du tout. Il n'y a pas moyen, je pense. Janvier 2006. Ça veut dire qu'il vient d'avoir 20 ans, donc non, c'est mort. La draft prochaine, il aura toujours 20 ans. J'ai failli vous dire une bêtise. C'est s'il était né deuxième partie d'année 2005, mais qu'il avait donc été, vous savez, rentré en termes académiques à l'année suivante, entre guillemets, c'est-à-dire donc l'année dernière. L'année de ses 20 ans, mais il aurait commencé à 19 ans, bref. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le système. Là, il aurait été un sophomore éligible. C'est ce qu'on voit par exemple pour Derek Curiel du côté de LSU. Non, lui, c'est un pur freshman la saison dernière, donc un pur sophomore cette saison. Et voilà, c'est comme c'est un fils d'eux aussi, je voulais en parler, parce que c'est non seulement un fils d'eux, mais c'est aussi quelqu'un qui a montré qu'il était capable de faire des choses voilà, très importantes. Voilà pour Arizona State. En tout cas, il y a pas mal d'excitation autour de cette équipe. Alors souvent, quand il y a de l'excitation, on risque d'être déçu. J'espère que ça ne sera pas le cas avec eux. Et on va passer à leurs rivaux. J'ai envie de passer à leurs rivaux directement. Pour moi, toujours en haut du tableau, Arizona n'a rien à voler à qui que ce soit. C'est une équipe qui la saison dernière est allée quand même au College World Series. Je rappelle, ils sont quand même coachés par Chip Hale, qui est référencé dans le circuit pro et bien sûr donc dans le circuit universitaire maintenant. On se rappelle surtout que Chip Hale, quand il arrive à Arizona est un peu au plus mal. Ils sont à une sorte de carrefour, tout début, je pense c'est 2021 ou 2022, donc tout début de la décennie 2020, alors que Stanford continue de dominer la Pac-12, que UCLA à ce moment-là n'est pas encore dans son petit streak de blessures et de complications, donc est encore là. Arizona est en train de se poser des questions. Il récupère Chip Hale, il rechange un peu les choses, et il récupère aussi des joueurs quand même de très haut talent. On se rappelle de Chase Davis notamment, pour ne citer que lui. Arizona, je pense, depuis qu'il est arrivé, c'est 5 regionals de suite, c'est-à-dire que 5 fois de suite, ils sont au moins allés au tournoi national. L'année dernière, ils vont jusqu'à Omaha, donc ce n'est pas rien. Surtout qu'ils éliminent l'un des favoris de la saison dernière, North Carolina. Donc Arizona, que dire d'Arizona? Tout d'abord, c'est que le Arizona du tout début de Chip Hale, 2021, j'allais dire fin 22, ça n'a aucun rapport. 2021, c'est une équipe qui est basée sur l'offense. Pareil pour 2022, 2023. On sait qu'il y a quelques pitchers intéressants, mais il n'y a pas un pitching staff au global de qualité, surtout en termes de starters. 2024, la bascule se fait. Donc 2024 et 2025, on voit une claire évolution dans le bon sens quand on parle de pitching. Tout d'abord par rapport en fait au pitching staff qu'ils ont. On le voit avec, je pense c'est Kevin Vance de mémoire. Et l'autre c'était John de Rouen. Notre Rouen, pas Rouen la ville, mais Rouen. Ça doit se prononcer différemment bien sûr en anglais. Mais ces deux coachs ont été en fait les architectes de ce renouveau en termes de programme de développement des pitchers. Et pourquoi je parle d'eux? Puisque ils sont partis. Donc ça va être un peu la question autour du pitching staff. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire, sachant que Chip Hale est parti récupérer Sean Kenny. Alors Sean Kenny, je sais là je vous donne beaucoup de name dropping, mais Sean Kenny il était à Iowa, et Iowa c'est une des factories de pitchers. Je pense que c'est la grosse factory de pitchers en Big Ten, mais c'est une des factories nationales de pitchers. On en parle souvent, ils ont souvent des pitchers peut-être pas bien polissés on va dire, mais en tout cas dont ils développent l'upside au maximum. C'est-à-dire que si tu arrives et que potentiellement tu es quelqu'un qui a une balle rapide qui semble être capable de topper les 100 miles par heure, ils vont te développer dans ce sens-là. Peut-être que la commande et le contrôle ne sera pas encore complètement là, mais par contre, tu vas être régulièrement capable d'aller topper ces 3 digits. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est plutôt en mode balle cassante élite, ils vont t'augmenter de la rotation sur la curveball par exemple, ils vont réussir à t'amener des armes, peut-être pas
en termes de, encore une fois, de régularité et de polissage pur, mais en termes de, allez, on développe à fond ce côté potentiel brut. Et donc, Sean Kenny, il était à la tête de tout ça. Il arrive du côté d'Arizona avec l'idée de pouvoir, en fait, amener, hein, tout simplement, sa science du développement de pitching, sachant que Arizona a clairement un très bon pitching staff, hein, à l'orée de la saison. Le pitching staff ne fait pas tout et l'offense d'Arizona va également être quelque chose à regarder de très près, puisque peut-être l'année dernière, ils ont manqué d'un peu de jus offensif sur la fin de saison et c'est ce qui leur a coûté voilà, les défaites prématurées à Omaha, tout simplement. Je pense que de toute façon, si on veut se poser des questions par rapport à Arizona, on va quand même plutôt se poser des questions par rapport au line-up, puisque c'est vrai que dans le line-up, ils ont quand même perdu des joueurs, hein, et pas des moindres. Euh, Là, je pense que leur meilleur joueur offensif de la saison dernière qui est toujours là, je lis, en fait, j'ai leur tableau devant moi, ça doit être Kane, hein. Andrew Kane, le right fielder, qui est maintenant junior. L'année dernière en OPS c'était un peu plus de 800, hein, point 800 quelque chose d'OPS, et c'est le seul dans le line-up qui était au-dessus de ça. Bien sûr, on va faire un petit cocorico puisque Mathis Meurant devrait être de la partie, peut-être avec un rôle accru. Je pense qu'il est projeté en tant que shortstop, ce qui est une position premium. Il va falloir qu'il réussisse à se montrer à la hauteur quand on sait qu'Arizona l'année dernière avait un plutôt bon fielding percentage à l'image, on va dire, si on compare au college baseball. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, c'était pas incroyable si on compare les chiffres au niveau professionnel, mais au niveau college baseball, c'était très intéressant. Je pense que c'était .978. Je l'ai quelque part, ouais, j'avais noté là, .978. Et clairement, Mathis Meurant a eu des occasions de montrer des choses, il a eu des semaines très sympas, joueur de la semaine, hein, au début de saison. Puis petit à petit, il est rentré dans le rang, c'est sûr que petit à petit, l'effectif d'Arizona était quand même un des plus gros effectifs de la nation, donc surtout lui à sa position, plutôt dans l'infield, il était quand même barré par des gros noms. Donc il n'a pas pu voilà, montrer toute l'étendue de son talent, je pense, et à charge pour lui de pouvoir montrer qu'en tant que maintenant senior, il est capable de faire partie des entre guillemets têtes d'affiche. On va peut-être pas lui demander d'être le plus gros joueur offensif de la Big 12, mais par contre d'être un vrai leader, ne pas comment je peux dire ça, continuer à démontrer que le fielding en défense est quelque chose d'important pour Arizona, qui sont capables de continuer à être assez haut à ce niveau-là, et après au niveau offensif d'être capable, hein, de montrer plus de choses, plus de production, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis la production compte beaucoup. Et puis s'il veut aussi avoir ses chances par rapport à la draft potentiellement, c'est de pouvoir montrer une approche un peu plus polissée, un peu plus polissée, j'ai envie de dire, à la batte. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais il a l'occasion vraiment de récupérer des responsabilités assez incroyables cette saison, donc à lui de pouvoir en profiter. Si on parle pas de Mathis Meurant et qu'on parle pas du line-up, qu'on revient sur les pitchers, clairement, hein, le pitcher dont tout le monde va parler, c'est encore une fois c'est Tony Pluta. Hein. Tony Pluta, c'était le meilleur closer de la nation. Pluta, je pense l'année dernière, je recherche ses chiffres, c'est 1.46 d'IRA, c'est 14 saves en 30 apparitions. Clairement un joueur électrique, comme on aime les voir en tant que pitcher, qui n'hésite pas à aller au duel, tout simplement avec les batteurs adverses, c'est très plaisant à voir jouer. Et donc lui il est déjà établi là-dessus. La rotation, je pense que clairement on va avoir Colin McKinney, on va avoir du Smith Bailey en fonction de si ça va, s'il n'y a pas de blessure. Owen Kramkowski qui est quand même expérimenté à défaut d'avoir des chiffres incroyables, mais c'est le joueur sur lequel ils peuvent le plus compter pour manger des manches. Donc je pense que ça va se baser là-dessus. En tout cas, ils ont de la profondeur pour pouvoir aussi bricoler au cas où en tant que blessure, mais fort, mais tout ça. Hein. Donc il y a de quoi faire. Bref, Arizona, je pense que le star power d'Arizona est clairement plutôt du côté des pitchers. Encore une fois, Tony Pluta, hein, Preseason All-American, un gros joueur du college baseball. Et puis après, comme je l'ai dit, il va falloir que le line-up comment on peut dire ça,
se lance derrière ce côté orphelin de joueurs comme c'était Brandon Summerhill, c'était Mason White, c'était des gros joueurs, des gros noms hein, du côté d'Arizona. Donc euh, donc voilà, ça va être à eux de pouvoir montrer qu'ils sont capables de continuer à mettre ce programme tout en haut de l'affiche, tout simplement. Il me reste pas beaucoup d'équipes, hein, bien sûr, parce que là on est sur le haut du tableau. Vous avez remarqué qu'il y avait une équipe que j'avais annoncée comme décevante, dont j'ai toujours pas parlé, et je vais pas encore parler d'eux, parce que pour moi c'est normalement, encore une fois, la meilleure équipe hein, de Big 12. Donc avant cela, on va parler de West Virginia. West Virginia, l'année dernière, on avait peur, hein, puisque c'était la première saison après Maisie, encore une fois. Steve Sabins a fait de l'énorme boulot, puisqu'on les a retrouvés, hein, tout simplement, encore une fois, au tournoi national. On les a retrouvés, en plus, jouer des bons rôles au tournoi national, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment un poil à gratter. Et ce qui est intéressant pour eux, euh, c'est qu'ils ne vont pas avoir beaucoup de turnover. C'est-à-dire que euh, le roster qu'ils ont, c'est un roster qui est expérimenté, ils ont beaucoup de joueurs qui reviennent. Le pitching staff, par exemple, c'est quasiment la moitié des pitching staff qui revient. Et c'est une équipe qui a été jusqu'au Super Regionals. En termes de line-up, je pense que sur le line-up, ils doivent avoir au moins 5-6 joueurs qui sont juniors ou seniors. Donc c'est beaucoup d'expérience. Et après, ils ont des joueurs que l'on voit. Vous vous rappelez par exemple que J.J. Weatherholt vient de West Virginia, il a été drafté très haut. Ils ont un peu ce type de joueur un peu star, dont on aime bien parler. Et là, cette saison, ça va être Gavin Kelly. Gavin Kelly, je pense que l'année dernière, c'est un tout petit peu en dessous des 300 de moyenne à la base. Je pense que c'est 298 ou 299, donc on va dire 300. 37 points produits, 16 bases volées. C'est quand même quelque chose de très intéressant, sachant que c'est un joueur vraiment intrigant, puisqu'il peut jouer à plusieurs positions, mais vraiment à plusieurs positions de manière presque élite. Il a joué deuxième base, il a joué receveur, donc catcher, il a joué aussi dans le left field. Il est très athlétique, il peut frapper en tant que lead-off. C'est peut-être pas le joueur qui va vous amener de la puissance, mais c'est un joueur qui peut arriver sur base assez fréquemment. C'est clairement le joueur que tout le monde espère voir se développer un peu la J.J. Weatherholt, sans les blessures bien sûr, pour que West Virginia continue à déjouer les pronostics et à rester tout en haut de l'affiche. Est-ce que j'ai un lanceur? Parce qu'au niveau des lanceurs, alors ils n'ont pas de lanceur pour moi pur star, mais ils ont en fait un pitching staff au global très solide et encore une fois très expérimenté. Ils avaient un joueur l'année dernière, alors j'ai son nom de famille en tête, je suis vraiment désolé. Bon là ça commence à faire long, hein. Le podcast ça fait longtemps que je parle et je parle tout seul, donc c'est pas facile. Mais son nom de famille c'est Mayer, mais j'ai oublié son prénom. C'est incroyable, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. Vous n'êtes plus surpris par ce genre de choses, mais voilà. Donc ce Mayer en question, très bon pitcher. Surtout un pitcher qui pour le coup a un bel arsenal. Bon, il a une balle rapide tout d'abord. Il a de la breaking ball, en veux-tu en voilà, de la slider, de la sweeper, de la curveball. C'est vraiment un joueur qui en termes de versatilité au niveau du pitching est très dangereux. Quelqu'un qui peut maintenir aussi les adversaires à une moyenne à la batte face à lui très basse. Donc c'est clairement le joueur qui cette saison devrait être l'ace, hein, le Friday starter de West Virginia. Et si la santé va, je vois bien West Virginia continuer à être cette équipe qui domine dans la Big 12, à défaut d'être une équipe dont on parle beaucoup puisqu'ils n'ont pas beaucoup de stars. Je sais qu'il y avait un joueur qui vient de Ohio State qui est venu, et Ohio State l'année dernière en début de saison j'en avais pas mal parlé parce ils tentaient de faire quelque chose de très intéressant. Ça s'est pas bien traduit, mais en tout cas c'était intéressant ce qu'ils ont voulu faire. C'est Matthew Gravlin. Matthew Gravlin, c'était, on va dire, quasiment presque un go-to guy hein, pour Ohio State. 10 home runs, 53 points produits, 879 d'OPS. C'est clairement un joueur qui peut être un leader. Il est senior maintenant et c'est un catcher. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter sa science,
son leadership, son expérience dans une équipe qui est déjà assez expérimentée, et surtout je pense qu'il est capable de se fondre dans ce genre d'équipe dur au mal. Donc voilà, West Virginia, je les vois encore assez haut, sauf mauvaise surprise, ils sont vraiment sur un bon streak, donc ça m'étonnerait pas qu'ils jouent encore au moins le titre de saison régulière Big 12. Et on va finir notre preview Big 12 en parlant bien sûr de TCU. Et oui, il faut bien parler de TCU hein, à un moment ou à un autre. Alors les Horned Frogs, les crapauds cornus, c'est ça, hein, les crapauds cornus du Texas. C'est une équipe qui sur le papier est quand même assez impressionnante, hein, tout simplement. Ils ont des joueurs phares, ils ont des joueurs glue guy, ils ont des joueurs expérimentés, ils ont tout ce qu'il faut en fait à toutes les positions, que ce soit en line-up. Même le pitching staff est quand même très très bon hein, au global. Je pense que si on veut parler de joueurs en particulier, on a plein déjà. Mais Sawyer Stroh-Snyder, qui était freshman l'année dernière, qui est sophomore cette année, et qui nous a sorti quand même une saison freshman de psychopathe, fait clairement partie de ces joueurs qu'on parle quand on parle de stars. Je sais pas si c'est un sophomore éligible hein, pour la draft présente, mais au moins il devrait être projeté pour la draft 2027 assez haut, surtout s'il continue sur ses standards. Et d'ailleurs, c'est 11 home runs, 51 points produits, 350 de moyenne à la batte, 420 d'OBP, 650 de slugging percentage. Le seul problème, c'est que lui, c'était vraiment je chasse la balle où qu'elle va. C'était un peu une sorte de Jack Aguillone de Florida. Hein. Je l'ai pas trop su à Kansas. Kansas City, pardon, pas Kansas City, mais je sais que lui, un de ses gros problèmes, c'était son whiff rate. Bah, Sawyer Stroh-Snyder, spoiler alert, le whiff rate, c'est pas son problème, hein, vraiment, lui, il va whiff, il s'en fout. Donc, va falloir bien sûr, pour trêve de plaisanterie, mais il va falloir bien sûr travailler sur cet aspect-là, puisque on sait que les métriques sont de plus en plus importantes pour les scouts, et ils veulent vraiment que pour traduire quelque chose au niveau pro, que vous soyez quand même beaucoup plus propre que cela au niveau amateur universitaire, bien entendu. C'est pas le seul gros joueur hein, du côté de TCU, puisque on a Tommy Lapour. Tommy Lapour, il est draft éligible. L'année dernière, c'est 3.09 diarrhée. Starter qui a mangé des innings en plus, 90 manches. Alors, c'est peut-être pas le joueur le plus flashy hein, en termes de lanceur, mais c'est clairement l'un des gros comment je peux dire ça, l'un des gros prospects, l'une des grosses valeurs sûres aussi de la Big 12. Sa balle rapide, je pense qu'elle peut arriver jusqu'à 98-99 miles par heure. Il a une change-up aussi qui est assez désarçonnante pour les batteurs adverses. Et puis en fait, Tommy Lapour, c'est... comment il s'appelle Peyton Tolley. Alors, pour ceux qui suivent un peu la draft et compagnie, vous vous rappelez de Peyton Tolley. Peyton Tolley, il venait de Wichita State, et à Wichita State, c'était un two-way player. Donc il est arrivé à TCU après ce qu'on avait vu de Paul Skeens. Paul Skeens 2023, il quitte Air Force en tant que two-way player, il devient pitcher pur à LSU et on connaît la suite. Peyton Tolley a suivi un peu la même trajectoire, peut-être pas de manière aussi impressionnante que Skeens, mais en fait surtout il arrivait d'une fac Wichita State qui aime bien un peu compter sur ce genre de joueur versatile qui est capable d'être two-way tout simplement. Et bien Tommy Lapour, spoiler alert, c'est un peu le même type de joueur. En true freshman à Wichita State, c'était 16 starts notamment, et c'était un joueur qui arrivait à Wichita State avec cette étiquette de two-way player. Alors il a plus pitché que vraiment été un two-way player au final, et là il s'est clairement rangé du côté du pitching, mais c'est un joueur qui me fait penser en fait à Peyton Tolley. Peyton Tolley était gaucher, lui il est droitier, donc bien sûr on va pas non plus les comparer complètement, mais c'est un peu ce style-là de lanceur, tout simplement. Au-delà de ça, il y a du talent partout, hein, je suis pas allé trop loin, mais... leur closer, il vient de Grand Canyon et c'était, je pense, l'un des meilleurs lanceurs de la WAC, hein, la Western Athletic Conference, où Grand Canyon, pour une fois, ne l'a pas remporté d'ailleurs. Mais bref, c'est Walter Quinn. Walter Quinn, c'est 3,46 diarrhées la saison dernière, un très très bon closer senior qui peut terminer le travail.
Au niveau du reste des lanceurs, notamment sur la rotation, on va faire confiance à la jeunesse. Il y avait des true freshmen, ou en tout cas freshmen nationaux, Mason Brassfield et Trevor Baumler, dont les rapports d'automne expliquent la très claire et nette progression. C'est des joueurs qui ont un peu, comment on peut dire ça, comme souvent au college baseball, ils ont alterné start et relève. C'est-à-dire que starter pendant les midweek, les matchs de midweek qui revêtent une importance moindre et qui font plus office de laboratoire, même s'il faut faire attention à ne pas trop en perdre. Et puis ils devenaient releveurs pendant les séries du week-end. Eh bien, c'est vrai que leurs IRA ne sont pas incroyables sur la saison dernière, mais ils ont quand même déjà pu travailler dans un cadre quand même compétitif, ce qui leur permet de pouvoir potentiellement se positionner en tant que lanceur, starter dans cette rotation du week-end pour la saison à venir. Et puis, si on revient dans le line-up, il y a beaucoup de joueurs qui sont électriques et capables d'aller vous frapper ce qu'il faut. Alors tout d'abord, il y a un transfert dont il faudra se rappeler, c'est Rod Lidington Jr. Du côté de Incarnate World en mid-major, c'était quand même un joueur à 15 home runs, 50 points produits et surtout avec des lignes 359 de moyenne à la batte, 448 d'OBP, 675 de slugging percentage en mode jeu vidéo. Bien sûr, c'est un mid-major, donc est-ce que ça va se traduire en Big 12? C'est ce qu'on espère, et surtout il vient remplir un trou en première base. Et à côté de ça, on a Jack Bell, d'ailleurs draft éligible, très belle saison la saison dernière. Alors c'est pas le joueur qui va vous faire le plus de, comment je peux dire ça, le plus de choses incroyables ou flashy, on va dire, mais il va être là pour, comment je peux dire ça, pour vous apporter des choses importantes en haut de line-up s'il le faut, en bas de line-up s'il le faut, on peut le bouger un peu partout. Il est toujours productif, à défaut d'être productif en termes de puissance. Et puis on avait cette doublette de joueurs un peu moins expérimentés qui commencent à être expérimentés, c'est Noah Franco et Chase Bronson qui vont avec Sawyer Stroh-Snyder remplir cet outfield de talent. Ces deux joueurs-là étaient à plus de 300 de moyenne à la batte et ils étaient aussi à plus de 540 de slugging percentage et plus d'une dizaine d'home runs. Noah Franco était freshman comme Stroh-Snyder et il est que sophomore. Donc va falloir aussi voir est-ce qu'on va pas citer des breakout years. Chase Bronson pour le coup il est junior et éligible à la draft, alors c'est pas un joueur dont on parle beaucoup pour l'instant pour la draft, mais attention. Pour finir, j'ai envie de toucher un mot sur Nolan Traeger. Nolan Traeger, c'est un freshman l'année dernière en tant que receveur, une position qui est quand même très difficile et délicate. Et s'il a partagé son boulot avec un autre receveur la saison dernière, qu'il a bien appris, il a quand même eu du temps de jeu. Et il a su tirer profit de ce temps de jeu pour être quand même intéressant, même au niveau offensif. Donc on va voir s'il est capable en tant que sophomore d'avoir un poids aussi là-bas. Et s'il a un poids offensif et qu'il progresse au niveau de défense, parce que pour un receveur, le plus important c'est quand même d'être au fait défensivement, alors on a potentiellement une équipe qui pourrait repartir à Omaha après leur voyage, on va dire, de 2023. Tout simplement. Avec TCU, j'ai envie de vous dire que j'ai fini cette preview Big 12. Alors, je peux vous donner quelques pronostics si on veut s'amuser un peu, bien sûr. Ça me fait un peu plaisir. Mais si par exemple on cherche qui serait le freshman de l'année, cherchez pas, on peut aller chercher de côté de TCU. Lucas Franco, shortstop. Il y a une place en plus à pourvoir. Il y a un trou à pourvoir au niveau shortstop à TCU. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir au milieu d'un line-up qui est déjà assez important, donc il aura la pression en moins. Si on va regarder un pitcher de l'année, pitcher de l'année. Le problème c'est que je pense que Tony Pluta, clairement, vu qu'il est closer, il risque de pas être pris. Donc il faudrait plutôt voir du côté des starters. Et du côté des starters, je viens de parler de Peyton Tolly, donc de Tommy Lapour, TCU. Et puis joueur de l'année, je vous en ai parlé auparavant, Brady Ballinger, l'outfielder de Kansas, fait clairement figure de favori. Et de toute façon, quand je regarde un peu les articles, j'avais lu DR Baseball, j'avais lu Baseball America, tous ces médias-là vous mettent Brady Ballinger joueur de l'année. Donc vous pourriez dire que je les copie, oui, mais c'est parce que il fait plutôt sens par rapport à sa progression et ce qu'il a montré les saisons précédentes. Voilou. Voilà, officiellement terminé avec la Big 12. J'ai envie de faire une petite pause, mais j'ai envie de regarder aussi le temps. Alors, en termes d'enregistrement, j'ai déjà enregistré 2h13 minutes.
En termes de montage, ça sera beaucoup moins parce que je coupe souvent les approximations, les moments où j'arrête, les moments où il y a des coupures à cause du son, etc. etc. Mais il y aura minimum 1h20, 1h30 à ce moment précis du podcast. Donc je me pose la question. Est-ce que je continue comme je l'ai dit, parce que je voulais vraiment faire cet effet miroir entre Big 12 qui m'a entre guillemets un peu déçu et Big 10 qui m'a redonné envie de suivre la Big 10 malgré leurs problèmes de... voilà, c'est difficile d'avoir des retransmissions aisées en Big 10 de college baseball, mais bref. Ou est-ce que, puisque là ça fait déjà facile plus de 2 heures en termes d'enregistrement et donc facile plus d'1h20, 1h30, 1h40 en termes d'épisodes, est-ce que je vous le coupe pas en deux? Peut-être que je sortirai les épisodes en même temps, c'est-à-dire que vous aurez 2 épisodes, mais moi en termes de découpage, ça sera quand même 2 épisodes. Pourquoi? Parce que comme ça je peux chapitrer de manière plus facile que si j'ai un gros épisode de 3 heures ou 3 heures et demie, quoi. Tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas, quand cet épisode-là va sortir, vous aurez son pendant pour la Big 10 pour faire ce parallèle. Là, je vais arrêter ici pour l'instant et donc on va se retrouver très rapidement pour la preview Big 10. Pour vous, encore une fois, il n'y aura quasiment pas de transition si ce n'est de passer à l'épisode suivant, tout simplement. En tout cas, voilou, merci comme à chaque fois de m'écouter, de me suivre, de partager, de liker, etc. C'est impressionnant. Je rappelle que c'est vraiment un podcast de niche. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui est vraiment intéressé ou qui soit vraiment intéressé pour parler français par le baseball universitaire. Donc avoir des gens qui, même si c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes, que sais-je, à suivre de manière en plus assidue ce podcast, ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, on va pas le rallonger encore plus. Vous inquiétez pas, la suite arrive très vite. Pas que ça, pas que la Big 10, mais le reste des previews également vont arriver très vite. Et certainement, si j'ai le temps, je toucherai quelques mots, bien sûr, concernant le softball. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.